I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been Je me recovering. souviens encore très clairement de ce moment, le calme avant la tempête, la tension presque palpable et la soudaine remise en question de tout ce que je croyais savoir sur la monarchie britannique. Lorsque j'ai appris que Charles, dans un discours sans précédent presque explosif, avait déclaré que Catherine assumerait désormais une part importante du pouvoir au sein de la monarchie, j'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple geste cérémoniel. C'était un bouleversement majeur. Une métaphore qui illustre à quel point ce changement a profondément affecté les structures, les rapports de force et les fondements symboliques de la maison royale. Les mots employés par Buckingham Palace, soigneusement choisi mais sans équivoque, véhiculait un message essentiel. Catherine allait désormais diriger l'appareil royal. Et en lisant cela, j'ai su que la monarchie ne serait plus jamais la même. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas tant le contenu de l'annonce, mais son timing. Chacun savait que Charles souffrait de problèmes de santé. Les allusions subtiles, la diminution de ses apparitions publiques, la fatigue dans son regard lors de ses récents voyages à l'étranger, tout cela était visible pour ceux qui y prêtaient attention. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'il redistribue son pouvoir aussi ouvertement et aussi brutalement. L'atmosphère au sein de la monarchie était empreinte d'incertitude depuis des mois, mais cette décision montrait clairement que Charles n'était plus disposé à attendre que les circonstances l'y contraignent. Il a décidé lui-même, avant même que la vie ne le fasse, qui dirigerait le royaume. Et ce qui m'a peut-être encore plus surpris, c'est la manière si nette et si catégorique dont il a écarté Camilla dans cette décision. Le message selon lequel Catherine prend de facto le pouvoir tandis que Camilla est reléguée à un rôle purement symbolique sonne comme une restructuration en profondeur de la dynastie. Non pas un simple changement, mais une intervention institutionnelle qui rappelle ces moments de l'histoire où les monarchies ont dû se réinventer pour survivre. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que Charles avait précisément cela à l'esprit, la survie. Non pas la sienne, mais celle du système. Le soutien populaire à la monarchie s'est fragilisé ces dernières années. La baisse de popularité auprès des jeunes, les critiques croissantes des pays du Commonwealth et les fluctuations géopolitiques, y compris les déclarations acerbes et sans filtre de Donald Trump sur le statut du Canada, ont soudainement fragilisé la couronne autrefois si stable. Dans ce contexte, la décision de Charles semblait presque logique. Catherine était son atout le plus précieux, son héritage le plus crédible, sa meilleure chance de continuité. Et franchement, je le comprenais. Catherine s'est forgé ces dernières années une réputation que même les critiques ont du mal à ignorer. Son calme, son empathie, son lien naturel avec le public, elle était l'antithèse de la présence parfois abrupte et formelle de Charles. En relisant le communiqué du palais, j'ai été frappé par la façon dont elle était décrite. Non pas comme une princesse, non pas comme l'épouse de l'héritier du trône, mais comme une bâtisseuse de l'avenir, comme une figure non seulement représentative mais aussi stratégique. Et j'ai senti que cette description découlait d'années d'observation. Catherine n'avait jamais recherché le pouvoir, mais par sa constance, sa présence et son incroyable capacité à apaiser les tensions, elle était devenue le pouvoir incarné. Pourtant, je ne pouvais me défaire de la froideur de ce que cela signifiait pour Camilla. La façon dont elle était mise à l'écart, réduite à un rôle cérémoniel, pour reprendre l'expression euphémistique, ressemblait à la destruction d'une position qu'elle avait mis des années à construire. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un transfert d'autorité, mais d'un rejet symbolique de sa place dans le récit. Pendant des décennies, elle avait été au cœur de l'une des sagas royales les plus controversées de l'histoire moderne. Et maintenant, presque froidement, on l'écartait du cercle des décideurs. C'était comme si la monarchie reconnaissait enfin ce que le public savait depuis toujours. Camilla portait le poids d'un passé jamais vraiment résolu. À mesure que les conséquences de cette décision se faisaient sentir, les contours de cette nouvelle ère se dessinaient avec une clarté nouvelle. Charles a opté pour la transparence à un moment de sa vie où il était contraint de réfléchir à son héritage. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le caractère profondément personnel de ce changement. Son choix de Catherine semble non seulement stratégique, mais aussi émotionnel. En quête de stabilité, il a besoin d'une personne crédible, aimée et capable de naviguer dans un monde où les monarchies sont de plus en plus menacées. Catherine correspond parfaitement à ces critères. Dès lors, sa déclaration m'a semblé être une reconnaissance de sa valeur, mais aussi un aveu de culpabilité quant à ses propres manquements. Je repense sans cesse à la façon dont Charles a choisi ses mots lors de cette déclaration historique. Il ne s'est pas exprimé comme quelqu'un qui renonce au pouvoir, mais comme quelqu'un qui le transmet par conviction. Comme quelqu'un qui comprend que diriger, c'est parfois savoir se retirer. Mais même dans cette sagesse, je perçois une question sous-jacente. Charles agit-il par amour pour l'institution, par crainte de l'avenir ou par regret du passé ? Ce qui m'intrigue, c'est ceci: lorsqu'une institution comme la monarchie britannique décide de se réinventer, qui en paie le prix et qui s'approprie le pouvoir.
Dès l'instant où j'ai commencé à analyser les détails de la décision de Charles, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un changement de pouvoir spontané. C'était l'aboutissement d'un processus qui s'était déroulé discrètement pendant des années. Si beaucoup voyaient en Catherine une figure publique élégante, souriante, lors d'inaugurations et de visites scolaires, je constatais de plus en plus que derrière cette façade sereine se cachait un esprit stratégique, quelqu'un qui comprenait parfaitement comment la monarchie moderne devait survivre. Ce qui m'a toujours étonné, c'est le temps qu'il a fallu au monde extérieur pour s'en apercevoir. Car quiconque observait attentivement avait déjà décelé des années durant les signes d'une ascension soigneusement orchestrée non pas sous les projecteurs mais dans l'ombre. En repensant aux 10 dernières années, des schémas se sont imposés d'eux-mêmes. Catherine n'a jamais cherché à s'imposer ostensiblement. Elle a su se créer un espace. Elle n'a jamais eu recours à la confrontation mais à la constance. Son influence s'est développée non par les mots mais par les actes. Tandis que d'autres figures du palais luttaient visiblement pour rester pertinentes, Catherine agissait avec plus de subtilité, elle comblait naturellement les vides laissés par ses prédécesseurs. Et ces vides se sont accentués avec l'âge de Charles, la montée des critiques dans l'opinion publique et le besoin pour la monarchie d'un visage qui inspire confiance sans en faire étalage. Je repense souvent à son parcours diplomatique. La manière dont elle préparait ses voyages internationaux à elle seule témoignait d'un professionnalisme rarement associé aux épouses royales. Ce qui de l'extérieur semblait n'être qu'une simple représentation, poignée de main, hochement de tête, polybrèves allocutions, cachait en réalité une toute autre dimension. Elle travaillait avec des conseillers qui se souciaient non seulement de l'image mais aussi des subtilités géopolitiques. J'en ai pris pleinement conscience lors de la récente tournée au Canada. Tandis que Charles était aux prises avec des tensions politiques, notamment des déclarations provocatrices de Donald Trump sur la souveraineté du Canada, c'est Catherine qui en coulisses donnait le ton. Non pas en occupant le devant de la scène, mais en simplifiant le message, en gérant les réactions de la presse et même en adaptant le discours de Charles pour qu'il trouve un écho auprès du public canadien. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la facilité avec laquelle elle agissait. Aucune trace d'ambition démesurée, aucun signe de colère ou de soif de domination. Son influence s'apparentait davantage à celle d'une force stabilisatrice. Quelqu'un qui comprend que le véritable pouvoir ne consiste pas à s'élever socialement, mais à rassurer autrui. À une époque où les démocraties sont secouées par les divisions, Catherine est devenue précisément le genre de figure vers laquelle on est naturellement attiré, chaleureuse, accessible et de surcroît d'une grande finesse stratégique. Le scénario original décrivait comment elle avait été préparée pendant des années à un rôle plus important, non pas par une formation formelle, mais par la pratique. En apprenant du sang-froid d'Élisabeth, en comprenant pourquoi Diana était si aimée, en observant les erreurs passées du palais et en veillant à ne jamais les reproduire. Lorsque j'ai lu que les conseillers du palais la décrivaient comme non seulement une princesse, mais aussi une stratège, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un compliment exagéré, mais d'une observation directe. Mais là où Catherine se distinguait véritablement de ses prédécesseurs à mes yeux, c'était par son immense capacité d'empathie. Je n'ai jamais vu personne décrypter les émotions avec autant de justesse, qu'il s'agisse d'individus ou de foules. Son engagement pour la santé mentale, le développement de la petite enfance et le développement durable n'était pas fortuit. C'était sa façon de réhumaniser la monarchie. Et c'est précisément ce dont cette institution avait besoin, une génération qui n'a pas peur de reconnaître sa vulnérabilité, une génération qui comprend qu'au XXIe siècle, la pertinence ne réside pas dans le détachement mais dans l'authenticité. Pourtant, son ascension n'était pas sans risque. Plus une personne gagne en importance au sein du palais, plus elle attire l'attention. Ce fut assurément le cas pour Camilla, dont le rôle commença visiblement à s'effriter à mesure que Catherine assumait davantage de responsabilités. Et bien que Catherine n'ait jamais recherché activement la rivalité, elle devint l'incarnation même du contraste, la différence entre une personne soutenue par le public et une autre hantée par le passé. Nul n'ignore que la popularité de Camilla demeure limitée en partie par l'histoire, en partie par son charisme, en partie par l'ombre persistante de Diana. Et cette dynamique, même tacite, contribua au succès de Catherine. Ce que je trouve personnellement le plus significatif, c'est que Catherine n'ait jamais été la cible de critiques. C'est exceptionnel, à une époque où chaque tribune médiatique importante suscite des analyses poussées. Et où chaque publication sur les réseaux sociaux peut devenir virale, Catherine est restée pratiquement au-dessus de tout cela. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle ne cherche jamais à paraître authentique. Elle semble comprendre que la transparence est plus efficace que l'imitation, que l'humilité est plus puissante que le prestige. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle a finalement été choisie par Charles, non pas pour remplacer une génération, mais pour inaugurer une nouvelle ère. Je me demande souvent ce qu'elle a ressenti au moment où Charles a officiellement annoncé qu'elle serait désormais à la tête de la gestion quotidienne de la monarchie. Était-ce un sentiment d'accablement, un honneur, un fardeau, ou peut-être la confirmation d'une intuition qu'elle nourrissait depuis longtemps? Plus que quiconque, elle perçoit la fragilité de la monarchie.
Elle comprend que le poids institutionnel de l'avenir ne réside pas dans la tradition mais dans le lien social. Une question continue donc de me hanter, ce pouvoir a-t-il été donné à Catherine ou l'a-t-elle discrètement accumulé pendant toutes ces années jusqu'à ce que personne d'autre ne puisse l'exercer? Dès l'instant où j'ai appris que Camilla était officiellement reléguée à un rôle sans véritable pouvoir, j'ai ressenti une tension presque surréaliste. Non pas parce que c'était inattendu, mais parce que cela se produisait enfin. Pendant des années, sa position de reine consort avait reposé sur un équilibre fragile, accepté publiquement mais jamais pleinement assumé. Lorsque le palais a annoncé officiellement que l'influence de Camilla était drastiquement réduite, j'ai eu l'impression qu'un tournant s'était opéré dans l'histoire de la monarchie. Et j'ai compris que cela signifiait bien plus qu'un simple remaniement administratif. C'était un démantèlement symbolique, une confrontation avec une partie du passé jamais vraiment résolue. J'ai souvent réfléchi au rôle de Camilla dans l'histoire royale moderne. D'innombrables biographies, articles et tribunes ont tenté de la redéfinir au fil des décennies de « l'autre femme » à « la partenaire qui rend Charles véritablement heureux ». Mais derrière toutes ces tentatives, une tension persistait jamais pleinement résolue. La monarchie est une institution qui repose sur des symboles et Camilla fut pendant des années un symbole dont la signification demeura ambiguë. Lorsque j'ai vu comment le communiqué du palais réduisait son rôle à une simple formalité, j'ai compris que l'institution avait finalement fait un choix, non pas la nostalgie, non pas la tradition, mais le pragmatisme. Car la vérité est que Camilla, malgré tous ses efforts, n'a jamais échappé à l'ombre de Diana. Il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais d'un constat social. Tandis que Catherine jouit d'une adoration publique quasi inconditionnelle, Camilla a toujours dû composer avec les conflits. Et cette différence est devenue de plus en plus flagrante au fil des ans. C'était comme si le palais lui-même avait enfin reconnu que le fossé entre la sympathie du public et la réalité royale était devenu infranchissable. Ce qui m'a le plus frappé dans le scénario original, c'est la façon dont les initiés ont décrit la réaction de Camilla à l'annonce de la décision, une pilule amère à avaler. Je peux parfaitement l'imaginer. Celle qui s'est battue pendant des décennies pour asseoir sa légitimité au sein de la monarchie, voit désormais la nouvelle souveraine Catherine accueillie et placée sous son aile sans la moindre résistance. Le parallèle avec le passé est frappant. Le triangle qui a jadis déchiré le mariage de Charles et Diana se perpétue aujourd'hui au niveau institutionnel. Charles et Catherine se tiennent symboliquement côte à côte, tandis que Camilla est une fois de plus mise à l'écart. C'est comme si l'histoire se réécrivait, mais dans un langage institutionnel moderne. L'impact de cette affaire dépasse le simple préjudice personnel. Selon les sources, du palais cité dans le scénario, Camilla avait été informée des semaines à l'avance. Pourtant, l'information n'a été rendue publique que plus tard, un détail révélateur. Lorsqu'une personne fait véritablement partie du cœur du pouvoir, on n'annonce pas de telles décisions d'en haut. On devient alors codécideur. Or Camilla ne l'était pas. Elle a été consultée, informée mais pas impliquée. Cette distinction est cruciale. Elle signifie que sa position, aussi prestigieuse fût-elle, n'a jamais été à la hauteur de son influence. Et maintenant, pour la première fois, personne n'a cherché à préserver les apparences. Ce qui me fascine profondément, c'est la façon dont l'image publique de Camilla, soigneusement construite au fil des ans, a été complètement bouleversée en quelques jours. Bien qu'elle ait conservé une grande dignité lors de ses récentes visites, notamment à Bradford, capitale européenne de la culture, j'ai perçu une tension subtile dans son langage corporel. Elle se tenait droite, arborait un sourire professionnel, mais son regard était plus bref, plus intense, comme si elle pressentait une réalité sous les apparences, une réalité qu'elle ne pouvait maîtriser. Les hommes et femmes politiques et les diplomates ont souvent porté ce masque, mais chez Camilla, cela semblait plus personnel. Elle ne protégeait pas l'institution, elle se protégeait elle-même. La décision de réduire son rôle à une simple formalité protocolaire affecte également la dynamique familiale. Son entourage se sentirait trahi, et je le comprends. Ils se sont battus pendant des années pour la légitimité, l'acceptation, la normalisation. Mais en même temps, j'ai le sentiment que le palais a pris un nouveau cap où la complexité émotionnelle prime sur la perception du public. Et dans cette perception, Catherine possède une force que Camilla n'a jamais eue. Je ne prétends pas pour autant que le travail de Camilla ait été insignifiant. Se contenter de la réduire à une simple image d'ennemi aveugle ne saurait justifier une analyse honnête. Ses campagnes d'alphabétisation et son engagement contre les violences conjugales étaient indéniablement précieux. Elle a consacré énergie, attention et temps à des causes qui méritent d'être prises en compte. Mais l'impact ne se confond pas avec l'influence. Et l'influence ne signifie pas l'indispensabilité. Le palais établit parfaitement cette distinction. Si les efforts de Camilla avaient créé un rempart suffisant contre l'opposition du public, ce revirement n'aurait jamais été aussi brutal. Sa mise à l'écart signifie que le soutien institutionnel n'a jamais été aussi solide que la machine de relations publiques l'a laissé entendre pendant des années.
Et pourtant, une question me taraude: quelle douleur a dû ressentir Charles lorsqu'il a finalement admis, peut-être même à lui-même, que la femme qu'il avait défendue pendant des décennies n'était pas celle dont le royaume avait désormais besoin. N'est-il pas douloureux d'être aimé sans être au pouvoir, et comment vivre avec la certitude que son rôle au sein de la plus grande institution de sa vie, la monarchie, se réduit à un rôle purement symbolique, non pas par sa faute, mais simplement parce que quelqu'un d'autre était plus compétent. Dans tout cela, je perçois le paradoxe de la monarchie moderne, la fidélité au passé face à la survie dans le présent. Et Camilla, si humaine soit-elle, se trouve précisément au point de rupture de ce paradoxe. Comment une institution qui fonctionne grâce à des symboles peut-elle se renouveler sans en briser certains ? Dès l'annonce de l'accession de Catherine à un pouvoir sans précédent au sein de la famille royale, j'ai pressenti qu'il ne s'agissait pas d'une simple promotion. C'était un repositionnement stratégique, une réorganisation des rôles, des responsabilités et des symboles restés pratiquement inchangés pendant plus d'un siècle. En observant les réactions tant au palais qu'à l'étranger, il est devenu évident que ce changement était bien plus profond qu'un simple ajustement temporaire en période de maladie ou d'instabilité. C'était la nouvelle monarchie. C'était le moment où Catherine n'était plus seulement une princesse adulée, mais le cœur et le moteur de la politique institutionnelle. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le peu de surprise que cela a suscité chez ceux qui suivaient de près le palais depuis des années. Observateurs et analystes évoquaient souvent son charme, son style, sa chaleur maternelle, mais derrière ces qualités se cachait une remarquable intelligence stratégique. Tout au long des années où elle a dirigé des projets sur le développement de la petite enfance, la santé mentale et la cohésion sociale, j'ai constaté une constante. Catherine ne faisait jamais rien à moitié. Elle prenait le temps de comprendre, d'observer, d'analyser et de créer des liens. Dans un monde où de nombreuses célébrités lancent des campagnes pour se faire remarquer, Catherine choisissait systématiquement des thèmes qui exigeaient un impact structurel, non pas du marketing mais une vision. Ce que le scénario original retranscrivait avec brio, c'était que Catherine avait été préparée à un rôle plus important pendant des années sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Les fonctionnaires du palais qui s'exprimaient ne parlaient pas d'une princesse qui s'acquittait bien de ses fonctions, mais de quelqu'un qui comprenait le système. Non pas instinctivement, mais intellectuellement. Non pas politiquement, mais socio-culturellement. Et c'est précisément cette combinaison qui la rendait apte à incarner ce que beaucoup décrivent déjà comme une révolution silencieuse. Car tandis que Charles luttait contre les réalités de sa santé et Camilla contre les limites de son statut public, Catherine s'était préparée avec constance. Elle était la seule à évoluer déjà au carrefour de la tradition et de la modernité. Ce qui m'a le plus frappé personnellement, c'est la manière dont elle a commencé à influencer les affaires internationales. Le voyage au Canada, par exemple, était censé, selon les agendas officiels, porter sur les relations diplomatiques, les échanges culturels et une présence symbolique. Mais en coulisses, comme l'ont révélé des sources bien informées, c'est Catherine qui a donné le ton. Elle a déterminé quel passage du discours de Charles devait être atténué en raison des tensions suscitées par les propos de Trump sur la souveraineté canadienne. Elle a préparé des rencontres avec les dirigeants locaux afin de maintenir un climat de confiance malgré le contexte géopolitique tendu. C'est à ce moment-là que j'ai vu se dessiner ce nouveau rôle, bien avant qu'il ne soit officiellement attribué. Au sein de la famille royale, personne ne fait preuve d'un sens du timing et d'une sensibilité publique aussi impeccable que Catherine. On pourrait qualifier cela de compliment souvent adressé aux consultants en communication, mais dans son cas, c'est bien plus que cela. Elle pressent les menaces avant même qu'elles ne se concrétisent. Elle comprend qu'une phrase malheureuse, un sourire déplacé ou une attitude trop distante peuvent déclencher une crise institutionnelle. Et cette conscience ne découle pas de la peur, mais du sens des responsabilités. Le scénario original indiquait que Catherine était décrite par ses principaux conseillers comme celle qui façonne l'âme de la monarchie. Cette phrase m'a marqué, car la monarchie façonne les âmes depuis des siècles et non l'inverse. Le fait que quelqu'un soit en train de redéfinir l'âme même de l'institution témoigne de la profondeur de ce changement. Nous ne sommes pas au début d'un nouveau chapitre, nous sommes à l'aube d'un nouveau genre. Ce qui m'a encore plus intrigué, c'est la façon dont Catherine reçoit ce pouvoir. Non pas avec empressement ni avec triomphe, mais presque avec humilité. Elle semble comprendre qu'un pouvoir trop ostentatoire devient vulnérable. C'est pourquoi elle privilégie toujours la subtilité. Ses apparitions publiques ne sont jamais vaines, ses discours jamais moralisateurs, ses actions toujours empreintes d'empathie. Elle ne se contente pas de combler un vide, elle le transforme. Elle affirme clairement, non pas bruyamment, mais discrètement, qui est véritablement aux commandes. La manière dont elle pilote de nouveaux projets, notamment ceux axés sur la santé mentale, le développement durable et les politiques de jeunesse, l'illustrent parfaitement. Le prix Earthshot, un projet qu'elle a lancé avec William, était initialement une récompense symbolique, mais sous son impulsion, il est devenu un véritable mouvement. Non pas un trophée, mais un système qui encourage, investit et crée des liens.
Et là je comprends Catherine ne modernise pas le palais. Elle redéfinit la monarchie en tant qu'acteur humanitaire mondial. La décision de Charles de lui confier le pouvoir n'était pas qu'une manœuvre stratégique, mais une reconnaissance. La reconnaissance que le monde ne tourne plus autour des liens du sang et du protocole, mais autour de la pertinence de la crédibilité et de l'intégrité morale. Et Catherine est l'une des rares à comprendre que l'affection du public n'est pas acquise, c'est un engagement. Un engagement qui doit être constamment renouvelé par l'écoute, le service et la compréhension. Mais une question ne cesse de me venir à l'esprit, tandis que je suis tout cela. Une femme peut-elle vraiment mener une monarchie séculaire vers une nouvelle ère sans que ses fondements ne s'effritent? Et si tel est le cas, qui ou quoi en paiera le prix? Dès l'annonce de l'accession de Catherine au pouvoir de facto au sein de la monarchie, j'ai immédiatement senti que la plus grande tempête ne se déroulait pas à l'extérieur du palais mais bien à l'intérieur. Tandis que le monde entier parlait de modernisation, de stratégie et de structure de pouvoir, ce qui me fascinait le plus était ce qui se tramait au sein de la famille. Car au fond, la monarchie britannique, malgré tous ses titres, ses cérémonies et ses protocoles, reste une famille. Une famille est désormais confrontée à une réalité aussi douloureuse qu'inévitable. Et je pouvais presque sentir sous les feux de la rampe de Buckingham Palace et de Clarence House les tensions personnelles qui commençaient à couver. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la réaction de Charles lui-même. Le texte original décrivait sa décision comme à la fois stratégique et émotionnelle. Et cette combinaison est très révélatrice. En réfléchissant à sa situation, j'ai perçu combien ce choix avait dû être difficile. Charles avait attendu la couronne toute sa vie d'adulte, mais il n'avait jamais vraiment eu le luxe de régner en paix. D'abord, il y avait l'ombre de sa mère, Élisabeth II, qui avait régné jusqu'à un âge avancé. Puis vint le poids des réactions négatives de l'opinion publique, alimentées par de vieilles blessures, suivies des pressions d'un monde de plus en plus rapide. Et maintenant, peu de temps après son accession au trône, il était confronté à sa propre mortalité. Sa santé, sujet que le palais évite soigneusement mais ostensiblement, semble être devenu un facteur de plus en plus important dans ses décisions. Dans cette perspective, son choix de Catherine sonnait presque comme un aveu, non pas de faiblesse mais de lucidité, peut-être même de culpabilité. Car quiconque connaît son histoire sait bien que Charles a longtemps été tiraillé entre ses désirs personnels et les attentes du public. Un conflit qui a marqué non seulement lui, mais toute la famille. À présent, qu'il devait décider qui assurerait l'avenir, il a choisi non pas son épouse mais sa belle-fille. Une femme qui selon lui avait le cœur et l'esprit nécessaires pour perpétuer l'institution. En relisant ces mots, j'ai ressenti l'émotion sous-jacente, gratitude, admiration mais aussi adieu. Adieu à l'illusion qu'il pourrait à lui seul porter la monarchie pendant des décennies. Pour William, ce changement revêtait une signification tout autre. En analysant sa position, il m'est apparu clairement qu'il n'est pas seulement l'héritier du trône, mais aussi un véritable partenaire de la nouvelle souveraine. Le texte original décrivait son soutien indéfectible à Catherine, et j'en suis immédiatement convaincu. William et Catherine fonctionnent non pas individuellement, mais comme un duo. Là où William porte le poids de l'institution, Catherine apporte stabilité, empathie et stratégie. La manière dont il la soutient témoigne non seulement de sa confiance mais aussi de sa reconnaissance. Il sait que la monarchie a besoin de Catherine tout comme lui a besoin d'elle. Et pourtant, aussi logique que puisse paraître leur collaboration, la question demeure: quel effet cela fait-il de voir sa propre mère Diana recevoir un accueil si différent de celui réservé à son épouse? En y réfléchissant, j'ai eu le sentiment que William se trouvait probablement face à un paradoxe. Catherine est célébrée pour les qualités mêmes que possédait Diana, mais qui lui ont valu d'être marginalisée à l'époque. Quel impact cela a-t-il sur un homme qui a bâti son enfance sur la perte, la confusion et l'hypocrisie des institutions? D'un autre côté, il y a Camilla dont l'entourage a réagi avec amertume à ce changement comme le veut le scénario. Et je le comprends, car dans toute famille, même royale, des tensions apparaissent lorsque les rôles évoluent. Camilla a été aux côtés de Charles pendant des années, d'abord comme confidente, puis comme épouse et enfin comme reine. Elle a activement cultivé son image publique, œuvré sans relâche pour des causes telles que l'alphabétisation et la lutte contre les violences conjugales, et tenter d'atténuer le poids de son passé. Mais à présent, elle était confrontée à une décision qui la dépouillait non seulement de son pouvoir, mais aussi de son symbole. Je me demande sans cesse ce que l'on ressent en perdant sa place à la cour, au profit d'une personne à la fois plus aimée et plus stratégique. Le passé de Camilla la rend vulnérable, l'image de Catherine la rend intouchable. Et de ce conflit naît une dynamique qu'il est impossible d'ignorer. Un élément qui m'a particulièrement frappé dans le texte original est la tentative de Catherine elle-même d'apaiser les tensions en contactant personnellement Camilla. Cette démarche d'harmonie révèle la profondeur de son sens diplomatique. Elle comprend que la monarchie n'est pas seulement une institution, mais aussi un réseau de relations humaines. Pourtant, je soupçonne que cette tentative, aussi sincère soit-elle, est insuffisante pour rendre la nouvelle réalité supportable pour Camilla. Certaines blessures sont trop profondes, certaines histoires trop tenaces.
Pendant ce temps, Charles est tiraillé entre deux mondes, son amour pour Camilla et son devoir envers la monarchie. L'image qu'il dégageait dans le scénario, un homme en proie à un profond dilemme, mais resté en mémoire. Car derrière chaque décision prise au service de l'institution se cache une personne qui y perd quelque chose. Et cela m'amène au cœur de cette transition, le pouvoir transforme les relations. Non pas parce que les personnes changent, mais parce que les rôles changent. Catherine devient le pivot. William s'en trouve renforcé. Charles est contraint à l'introspection. Camilla perd l'espace dans lequel elle a passé des années à tenter de se légitimer. En observant ces mouvements, une question me revenait sans cesse à l'esprit. Dans quelle mesure ce changement de pouvoir est-il véritablement institutionnel et dans quelle mesure relève-t-il essentiellement d'un deuil humain ? Car derrière chaque gros titre de journal et chaque déclaration officielle se cache la même vérité ancestrale, le pouvoir révèle ce que les relations ont gardé secret pendant des années. Dès l'instant où j'ai entendu la déclaration explosive de Charles, ces mots « Elle dirigera désormais » résonnant à travers le Royaume-Uni comme un coup de tonnerre institutionnel, j'ai senti que j'assistais à un moment rare, un tournant décisif. Non pas un événement qui s'effacerait discrètement dans l'histoire, mais celui qui ouvrirait une nouvelle page dans un livre en gestation depuis plus de 1000 ans. En analysant précisément comment ce changement s'était opéré, j'ai compris qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple transfert de pouvoir. C'était une idée qui devenait réalité. Une nouvelle ère bâtie autour d'une femme qui conduirait l'institution vers l'avenir, non par la force, mais avec calme et constance Catherine. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est que Catherine n'a jamais laissé transparaître dans son comportement la moindre velléité de pouvoir. Au lieu d'ambition, j'ai perçu une responsabilité. Au lieu de triomphe, une concentration profonde. Et au lieu de la fascination théâtrale habituelle que confère souvent le pouvoir, j'ai vu une acceptation presque sereine d'un rôle qui dépassait de loin celui de n'importe quel individu. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le naturel avec lequel tout cela semblait si évident. Non pas parce que le pouvoir va de soi, mais parce que Catherine s'y était préparée pendant des années sans jamais l'exposer au public. Le texte original décrivait Charles reconnaissant ouvertement que Catherine bénéficie d'une confiance plus grande que tout autre membre de la famille. Et en relisant cette phrase, j'ai réalisé à quel point elle était révolutionnaire. Dans une maison royale qui s'est appuyée pendant des générations sur la lignée et la succession héréditaire, une femme occupe désormais une place centrale grâce à ses qualités, sa vision et son intelligence émotionnelle. Ce n'est pas son titre mais son caractère qui la rend apte à ce rôle. Et je pense que c'est précisément ce que représente cette nouvelle ère, le passage d'un pouvoir héréditaire à un pouvoir fondé sur le mérite, une monarchie tournée vers l'avenir plutôt que vers ses propres mythes. Ce qui m'est également apparu clairement, c'est que le leadership de Catherine représente un renouveau culturel. Elle symbolise une nouvelle génération qui aspire à la transparence, exige de l'empathie et recherche le lien social. Cela s'inscrit dans des tendances sociétales plus larges, la demande de dirigeants humains et non de symboles hiérarchiques. Je suis frappé de constater à quel point Catherine est souvent citée dans les discussions sur l'avenir de la monarchie comme un exemple de leadership moderne, une personne qui écoute, comprend et agit sans se mettre en avant. Je vois comment la presse oppose maintenant deux modèles l'un à l'autre. Camilla, représentante d'un récit ancien, décrite dans le scénario comme une figure qui a lutté pendant des années pour obtenir une légitimité. Catherine, en tant que représentante d'une monarchie à l'épreuve du temps, aimée, crédible et capable d'absorber les tensions sans nuire à l'institution. Mais ce qui me touche le plus, c'est que Catherine incarne non seulement le changement, mais en est aussi le rempart. Elle protège la monarchie des menaces extérieures comme intérieures. Elle prend en charge des structures chancelantes, mais aussi des fardeaux émotionnels. Sa volonté de rapprocher Charles William et même Camilla démontre qu'elle est non seulement une dirigeante, mais aussi une bâtisseuse de ponts. Et je ne peux m'empêcher de penser aux parallèles symboliques qui se dessinent ici. À chaque transition majeure au sein de la famille royale britannique, une femme forte a joué un rôle clé, Victoria Elizabeth Eyre, Elizabeth II. Mais pour elle, le pouvoir était primordial, souvent associé à une domination politique. Pour Catherine, c'est le lien qui prime, une influence d'un genre nouveau, fondé sur la compréhension et un leadership moderne. Je perçois néanmoins aussi le défi, car aussi populaire soit-elle, Catherine doit faire face à un monde plus complexe, plus rapide et plus imprévisible que jamais. Les pressions exercées par les médias, les réseaux sociaux et les bouleversements géopolitiques, notamment le rôle croissant de la mondialisation, la politique américaine et les débats sur le rôle du Royaume-Uni après le Brexit, rendent sa tâche plus ardue que celle d'Élisabeth II à ses débuts. Je me demande comment Catherine gère cette pression. Qu'est-ce que ça fait de savoir que des millions de personnes placent leur confiance en elle ? Comment naviguer au sein d'une institution fondée sur la tradition, tout en sachant que la tradition seule ne suffit pas à assurer sa pérennité ? Le texte original décrit Catherine comme une force tranquille, qui n'a jamais eu à se battre pour se faire une place.
Pourtant, je perçois aujourd'hui ce silence comme le signal le plus éloquent. Elle incarne le calme en temps de chaos, la stabilité au cœur d'un conflit exacerbé et l'empathie au sein d'une institution souvent critiquée pour son manque d'humanité et de distance. Mais ce qui caractérise véritablement cette époque à mes yeux, c'est que Catherine ne se contente pas de remplir un rôle, elle incarne une vision. Une vision où la monarchie n'est plus synonyme de pouvoir mais de service. Plus de cérémonie mais d'humanité. Plus d'uniformité mais de lien social. Et tandis que j'observe les réactions du monde à sa nouvelle position, une question ne cesse de me hanter. Catherine peut-elle concilier tradition et progrès sans diviser la monarchie ? Et si c'est effectivement le début de son ère, où son chemin la mènera-t-il à la stabilité, à la réforme, ou peut-être à quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant ?